iragile ngirame forora deme babaninga falenebe iragile ngirame forora imuti mirio wimede irame kafera imuti fefe suhude irame kafera. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir d'être encore en votre compagnie ce jour. Manière du savoir a jeté son dévolu sur un professionnel de santé, Dr Luc Meilo, pharmacien. Bonjour docteur et bonjour, bienvenue madame. à Manège. Je vous remercie. La question, c'est une question de routine. Hein. On sait que vous portez bien parce que vous êtes dans une officine de médicaments. Oui. Dites-nous, qui êtes-vous? Comment vous vous portez? Je suis pharmacien, basé à Douala. Je suis né, si vous voulez, en 1953 à Ibolova. Et des pères fonctionnaires. J'ai donc eu à parcourir un peu tout le Cameroun. Parce que les fonctionnaires, comme vous savez, ils sont très mobiles. Donc on a fait les provinces de l'Est, du Nord, du Sud, du Centre. Où j'ai donc fait mes études dans les différentes écoles primaires. Sur 7 ans de parcours d'école primaire, je crois avoir fait minimum 5 ou 6 établissements primaires. Ensuite, j'ai fait mes études au lycée Leclerc pour m'envoler vers l'Europe quand je suis arrivé en terminale au lycée Turcot. Puis à la fac de pharmacie donc, de Paris 5, Paris-Luxembourg, où j'ai donc eu mon doctorat d'État avant de rentrer au pays. Et docteur, je voudrais qu'on revienne un peu sur ces différents endroits. Surtout, nous souhaiterions avoir quand même quelques souvenirs d'enfance. Parce que faisant plusieurs régions où aujourd'hui c'est des régions, mais c'était autrefois des départements et des provinces. Quel est l'endroit qui vous a touché le plus, dont vous gardez un souvenir? Il y a peut-être, je peux dire 2 ou 3 endroits qui m'ont le plus marqué. Le premier endroit, j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 6 ou 7 ans. C'était en Mpouda, c'était une subdivision, c'était avant l'indépendance, entre 58 et 60. Le pays traversait des troubles très importants à cette époque-là. Et ce qui m'a le plus marqué dans mon enfance, c'est de voir les têtes coupées et puis exposées sur les places du marché. Ça, c'était un truc qui m'a beaucoup touché. La deuxième chose qui m'a touché, c'est vers les années 63-64, il y avait des élections dans notre pays. Et à ces élections, il y avait le Lion qui faisait la compétition avec le Coq. Et j'ai vu les différents partis politiques se prendre vraiment chaudement. Donc pour un enfant, ça marque. Et pour finir, ce qui m'a aussi marqué au cours de toutes ces affectations, c'est que quand nous nous sommes retrouvés à Batouri et à Bertois, c'était un havre de paix. C'était vraiment, tout était beau, tout était calme, c'était la paix, quoi. Voilà. Et docteur, qu'est-ce qui a motivé le choix de la filière pharmacie? Ah, bonne question. Je me demande si c'est un choix, dans la mesure où moi, en fait, il était hors de sens que je ne sois pas pilote. Moi, je souhaitais être pilote. Mais mes parents m'ont contraint à faire médecine. Et quand je suis allé en France et que j'ai eu mon bac, il m'a contraint, cette fois-là, à faire plutôt pharmacie, parce qu'il m'a dit, ou bien je fais médecine, pharmacie à ses frais, ou bien je fais médecine à mes frais. Bon, donc, ça m'a fait faire pharmacie. C'est ainsi que je suis devenu pharmacien. Vous en voulez à votre père de vous avoir contraint? Non, pas du tout. Je ne lui en veux pas, puisqu'aujourd'hui, je suis un pharmacien heureux. Je suis content d'avoir fait ce métier, et puis je m'épanouis bien dans la société. Je ne lui en veux pas. Je pense aussi que c'est le rôle des parents, en fonction de leur vision, d'orienter les enfants. Parce que mon père, à l'époque, c'était quelqu'un, quand j'étais en première terminale, il était en santé, en parfaite santé. Et ensuite, il a commencé à avoir des rendez-vous permanents avec la maladie. Je pense que c'est ce qui a dû le motiver pour qu'il me demande de faire médecine. Pour que vous soyez tout près de lui. Déjà, mais ensuite, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'analyses médicales à faire. Et les analyses coûtaient très cher. Il a dû se dire, bon, je vais faire pharmacie. Comme ça, les analyses médicales, ça ne va plus peser énormément dans son budget. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez heureux vraiment dans ce domaine-là? Parlez-nous un peu de la vie d'un pharmacien. Oh, la vie d'un pharmacien. Si vous permettez, je vais d'abord vous définir rapidement. Dans pharmacien, le pharmacien. Pourquoi? Parce qu'on parle de pharmacien dans notre pays, on pense que c'est un pharmacien d'officine, ce que je fais. Mais en fait, un pharmacien a plusieurs casquettes. Il y a les pharmaciens industriels, c'est ceux qui font les fabrications des médicaments.
il y a le pharmacien biologiste, c'est ceux qui font les analyses médicales. Et il y a le pharmacien d'officine, c'est ce que je fais en ce moment. Tout en sachant que c'est un métier polyvalent. Un pharmacien d'industrie, comme moi j'ai fait industrie, peut se retrouver à faire de la pharmacie d'officine. Oui, mais nous n'avons pas très bien cerné la différence entre la pharmacie d'officine et la pharmacie industrielle. Disons que la pharmacie industrielle fabrique, conçoit, fabrique les médicaments qu'on distribue en passant par les grossistes répartiteurs et la pharmacie d'officine. Cela veut dire que vous ne viendrez pas me voir dans cette pharmacie en train de fabriquer un médicament en grande quantité. Ah oui. J'ai l'autorisation de fabriquer des médicaments pour la consommation immédiate, mais je ne peux pas faire des milliers de boîtes de médicaments. Est-ce qu'un pharmacien a le droit ou pourrait prescrire des médicaments? Non. Si nous employons le terme prescrit, Oui. c'est le médecin qui prescrit. Oui. On dit le médecin prescrit et le pharmacien délivre. Néanmoins, quand il y a des conseils pour certaines pathologies, grippe, rhume, palu, etc., le pharmacien peut conseiller au patient de prendre le médicament et lui donner les posologies. Mais jamais un pharmacien ne peut prendre une ordonnance pour faire une prescription. Ça, c'est interdit par la loi. Néanmoins, le pharmacien peut substituer. Cela veut dire que le médecin peut prescrire un médicament pour certaines raisons, par exemple des raisons économiques. On se retrouve face à un patient démuni, il faut résoudre son problème. Si ce médicament coûte 9 000 et que le même médicament sous forme générique coûte 2 000, il a le droit, selon la loi, de substituer et donner le médicament de 2 000. Vous m'avez dévancé, hein? Oui. Et vous avez prononcé le mot générique. Oui. Justement, aujourd'hui, on a affaire à ces deux types de médicaments, le générique et le... Enfin, moi, j'appelle ça normal, vous corrigerez. Quelle est la différence? Est-ce que le générique est aussi, si je pourrais dire puissant, est aussi important que le médicament normal? Je souhaiterais que vous nous fassiez cette différence-là. Bon, en quoi consiste la différence? Je veux d'abord commencer par ce qui est plus important avant ma définition. Oui. C'est la qualité, la sécurité et l'innocuité. L'innocuité, ça veut dire un truc qui ne va pas vous faire du mal. Donc, un médicament générique et un médicament spécialité, ce que vous appelez autres médicaments, ont la même qualité, confèrent la même sécurité aux malades et confèrent la même innocuité, donc sans risque. D'accord? Oui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un va être plus cher que l'autre? Parce que celui qu'on appelle médicament spécialité a fait l'objet de recherches. Il y a des chercheurs qui ont cherché, qui ont analysé, qui ont fait les tests, tous les tests de toxicité qui sont afférents. Et pour ça, ça a un coût. Il faut financer tout ça. Donc, puisqu'il faut financer, il y a une protection industrielle qui dit, vous avez donné un nom, ABC, on vous donne l'autorisation de vendre ce médicament seul, ABC, pendant 10 ans. Ouais. Voilà donc la spécialité. Après 10 ans, tous ceux qui ont des structures sécurisées pour fabriquer ça, tous les laboratoires autorisés, peuvent aller chercher dedans ce qu'on appelle principe actif, qui est la molécule qui soigne et produit le même médicament. Il ne s'appelle plus ABC, il s'appelle médicament générique. Oui. Voilà la différence entre le générique et la spécialité. On peut dire que la spécialité a financé la recherche, le générique a copié les fruits de la recherche. Mais côté efficacité, côté innocuité, c'est la même chose. Peut-être emballage aussi, on vend aussi l'emballage? Non, c'est aussi emballé. Il y a des génériques emballés, des génériques non emballés. Vous savez, une fois que c'est copié, d'autres vont copier et faire aussi beau visuellement. Je dis bien visuellement, puisque je dis que l'intérieur, le médicament est le même, mais il va faire aussi beau visuellement que la spécialité. Même, et d'autres vont faire moins beau, ils vont faire des plaquettes. Donc, plaquettes, ça veut dire qu'il n'y a pas de boîte, ça veut dire qu'il n'y a pas de notice. Donc, c'est de moins en moins cher quand on dénue la boîte de ces différents emballages, de ces différentes notices. Restons sur les médicaments. Et quelle est la réaction que vous avez quand vous voyez les ambulants passer avec des plastiques de médicaments sur la tête? Là, je suis effrayé quand je vois ça parce que vraiment, c'est quelque chose de très grave.
C'est très grave pour 2 raisons. Parce que ces médicaments ambulatoires, on ne peut pas les appeler médicaments, c'est du poison. Des gens se baladent avec des poisons sur la tête. Et ce qui me fait le plus peur, au-delà des vendeurs, c'est les acheteurs. Parce que les gens ont une satisfaction coupable. Il se dit qu'il n'a pas d'argent, il voit ça et il achète. La personne n'a ni la compétence de conseiller le médicament, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a sur la tête, et puis tous les sens que le ciel nous a donnés sont ainsi bafoués. Quand il dit les sens, c'est quoi? Nous avons l'odorat. Si une eau pue, vous n'allez pas boire cette eau. Si une eau est colorée par la vue, vous n'allez pas boire cette eau. Parce que, pourquoi vous n'allez pas boire? Parce que vous avez peur d'être malade et d'en mourir. Mais pourquoi quelqu'un peut vous vendre un poison et vous allez l'acheter? Il y a 2 coupables. D'abord, celui qui vend le mauvais médicament qui est un poison, et celui qui l'achète parce qu'il ne veut pas sauver sa propre vie. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège de Savoir qui reçoit ce jour le pharmacien Luc Meillo. Donc, en parcourant un peu votre CV, on a vu que vous avez également exercé la fonction de communicateur médical. Vous avez fait la communication médicale. Et quel rapport y a-t-il entre cet état de pharmacien et cette communication médicale? Ah, ben ça, c'est une bonne question. Disons que j'ai fini mes études de pharmacie et je voulais rentrer en Afrique. Alors, j'ai cherché un travail qui pouvait me faire rentrer. Et c'est là que moi-même, j'ai découvert la communication médicale. En fait, les gens connaissent plus ça sous le nom de délégués médicaux. Oui. Donc, j'ai été directeur Afrique, donc de Warner Lambert, qui était un laboratoire, directeur Afrique centrale, pardon, pas Afrique, Afrique centrale de Warner Lambert, qui était un laboratoire américain. Et en fait, il y avait 50 délégués médicaux, donc repartis dans mon secteur. En fait, la communication médicale consiste tout simplement à porter aux médecins, aux autres pharmaciens et aux différents prescripteurs l'information thérapeutique. Ça veut dire qu'un nouveau médicament sort. Étant donné que la publicité est interdite, on ne met pas ce médicament dans la presse. Ne passant pas par la presse, quels sont les différents canaux qu'il faut utiliser pour que les prescripteurs, les pharmaciens sachent que le médicament est sorti? Donc, il y a donc des délégués médicaux qui ont cette qualité, cette compétence, qui sont formés pour, qui vont donc patrouiller tous les cabinets médicaux, les hôpitaux, les pharmacies, pour expliquer c'est quoi le médicament, ses effets secondaires, ses avantages et ses inconvénients par rapport aux autres médicaments. C'était ça, la communication médicale. Et ceci m'amène à poser la question. Il y a quelques années de cela, nous avions toujours les listes des pharmacies de garde, par exemple à la CRTV littorale. On avait ces listes, on pouvait les communiquer aux auditeurs. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus voulu que chacun ouvre quand il veut, comme il veut? Il n'y a plus de pharmacie de garde de nuit, de jour? Non, disons que les listes, normalement, doivent continuer à être données. Moi, j'étais à l'ordre. C'est le syndicat qui s'occupe de cet aspect des choses. Mais il y a des listes de garde qui continuent à être affichées devant les pharmacies. Et souvent, même à la presse, on voit les listes de pharmacies de garde. Donc, maintenant, pour parler des ouvertures, vous savez qu'il y a eu paupérisation. Le pays a eu des problèmes. Et il y a aussi eu beaucoup de pharmacies. Donc, les horaires ont muté. Avant, on travaillait de 8h à midi, 14h30 au soir, et après, c'est devenu une journée continue. Donc, déjà, les pharmacies de garde entre midi et 2 ont disparu, parce que tout le monde est ouvert. Maintenant, il y a d'autres aussi qui sont à la périphérie. Quand à la périphérie, on demande à une pharmacie de fermer à 18h, c'est à 18h30, 19h que les gens de la périphérie rentrent. Donc, si eux, ils ferment, ils ne peuvent pas rendre service aux patients. Donc, ça a encore fait un glissement d'horaire. Et il y en a qui ont eu des techniques pour ouvrir 24 sur 24. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que la pharmacie, c'est aussi un secteur commercial. Si quelqu'un veut exprimer son génie commercial en ouvrant 24 heures sur 24, bon, il n'a qu'à le faire. Au niveau de Douala, il y a 3 ou 4 pharmacies qui ouvrent 24 heures sur 24. Et bien, toutes les pharmacies ouvrent toute la journée. Peut-être c'est pour ça que les populations n'ont plus la notion vraiment de pharmacie de garde. Est-ce que les personnels que vous utilisez sont
et également les personnels de santé, ou quand vous les recrutez, vous les formez à connaître déjà le produit, parce qu'il peut arriver que vous ne soyez pas là et que quelqu'un vienne demander un médicament. Ça se passe comment? Bon, je vais répondre autrement. Parce que quand vous dites vous, je ne sais pas si vous vous adressez à moi ou aux pharmaciens que nous sommes. Non, enfin, aux pharmaciens que vous êtes. Pour répondre d'abord par rapport à moi, j'ai 2 pharmaciens. En dehors de moi, dans cette pharmacie, il y a 2 pharmaciens. Oui. Donc, il y a un qui couvre de 7h30 à 15h30 et l'autre de 15h à 21h30. Plus moi-même qui suis en back-office dans mon bureau. Oui. Donc, nous sommes 3. Donc, il ne peut pas avoir un problème normalement au comptoir qui dépasse le comptoir. Mais maintenant, pour répondre au problème des auxiliaires en pharmacie, nos collaborateurs, il y a plusieurs sortes. Il y a ceux qui ont fait des études de médecine, dont les infirmiers, ceux qui ont fait sage-femme. Mais il y en a qui ont fait la faculté de sciences. Oui. Nous les prenons et chez nous, ils font un parcours initiatique. Pendant environ 6 mois, 8 mois, nous les formons vraiment aux pathologies prévalentes sur le terrain et ils sont de plus en plus compétents. Moi, je vais vous donner un exemple de compétence. Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer maintenant que je ne suis pas au comptoir? Des auxiliaires qui y sont, je ne parle pas des pharmaciens. Est-ce que vous savez qu'ils vont rencontrer dans les minutes qui suivent énormément de cas? Il y a des cas que j'appelle des cas simples, des ordonnances. On vient avec une ordonnance, ils vont délivrer l'ordonnance. Il y a des gens qui connaissent leurs médicaments. Si ce n'est pas un médicament au tableau interdit, ils vont délivrer le médicament. Mais il y a plein de gens qui vont venir pour autre chose, mais ils vont résoudre les problèmes. Je peux vous donner la nature des problèmes qu'ils vont résoudre. Un type va venir devant eux parler, poser une autre question parce qu'il cherche un lait farine. On va voir sur ses ongles, il y a des champignons. Oui. On ne va pas le laisser partir. On va lui expliquer que là, monsieur, il y a des champignons. Dès qu'il va se tourner pour partir, la dame qui a la caisse pour payer, on va voir qu'elle a des pellicules. On va lui dire, madame, vous avez des pellicules. Est-ce que vous savez que... Entre-temps, un autre qui attendait va venir, va parler, on va dire, monsieur, vous avez une mauvaise haleine. Vous voyez qu'à chaque minute, les auxiliaires sont à même de résoudre même des problèmes que les gens ignorent. Oui. Je ne parle même pas de surcharge pondérale. Ceux qui ont de surpoids, tous les jours dans cette pharmacie, nous dépistons un minimum de 4 hypertendus. 4 qui, en venant, ne savaient pas qu'ils avaient l'hypertension. Ils venaient pour autre chose, ils sont hypertendus. On les envoie en même temps chez le cardiologue. Donc, ils sont formés, ces employés, et ils sont compétents. Mais pour ça, vraiment, ça nous prend le temps de les former. Nous avons lu entre les lignes que vous aimez également écrire. Et oui. Vous avez un livre que vous avez fait, que vous avez, enfin, je peux dire, mettre sur le marché médical, même comme moi-même je peux le lire. La boussole médicale. Oui, la boussole médicale. Pourquoi avoir rédigé ce livre? Pourquoi l'avoir édité? En fait, merci pour la question. Cette question est une autre réponse au problème que nous avons eu tout à l'heure. Quand vous m'avez dit c'est quoi la communication médicale, et je vous ai dit qu'un nouveau médicament sort, il faut bien que les délégués médicaux aillent informer les médecins et les prescripteurs. Le problème, c'est qu'en France, par exemple, il y a un livre qui s'appelle le Vidal, qui est un livre professionnel, qui permet d'être la référence, qui permet aux médecins de l'avoir pour référence. Donc, quand ils ont des doutes sur un médicament, sur le prix, sur le principe actif, etc., ils se réfèrent au Vidal. Ça se trouve dans toutes les pharmacies là-bas. Chez nous, on n'a rien. On n'a rien. Ça veut dire qu'on a le même Vidal, mais il faut savoir que 40% des médicaments de notre pays viennent de l'Inde et de Chine. Donc, si on se réfère au Vidal, il y a 40% des médicaments, on va pouvoir passer à côté de 40% des médicaments. Donc, c'est là que j'ai eu la réflexion et j'ai dit il fallait mettre en place, il fallait trouver une solution pour ce problème. Donc, la boussole médicale, c'est un livre qui reprend d'abord tous les médicaments disponibles au Cameroun et autorisés par le ministère de la Santé, et ensuite qui reprend maintenant tous les principes actifs, cela veut dire les principes soignants des différents médicaments. Ça va donc permettre au médecin, de voir quels sont les il veut prescrire, il va voir quel est le médicament disponible. 2, il prescrit, le patient lui dit, docteur, je n'ai pas assez d'argent, ce médicament c'est 9 000. Le docteur va maintenant prendre le principe actif, aller chercher les mêmes médicaments, les autres copies, qui coûtent 2 000, 3 000. Donc il fallait vraiment un trait d'union entre le prescripteur, le pharmacien et le malade. Et même quand le malade a l'argent, s'il y a rupture du principal médicament, il faut bien substituer. Donc la boussole médicale, c'est un livre qui a résolu tous ces problèmes. Et je suis vraiment fier
S'il y a une des choses dont je suis fier, c'est d'avoir fait la boussole médicale. Et puis la boussole veut dire quoi, madame? Quand vous êtes en brousse, vous êtes perdu. Tout à fait. Vous vous référez à la boussole. Tout à fait. Exactement. Donc, si le prescripteur est un peu perdu, c'est référé à la boussole, il a sa solution. Quel écho ce livre a eu auprès des médecins, des pharmaciens? L'écho n'est pas significatif parce qu'ils ont déploré le prix pour certains et puis il y a plein d'autres. Ce n'est pas un reproche, qui sont conservateurs. Cela veut dire que ce qu'ils ont appris à l'école, c'est dans leur tête et c'est ça qu'ils vont faire. Ils refusent, d'autres ils refusent d'évoluer. Maintenant, il y a une catégorie aussi qui a vraiment apprécié le bouquin. Le ministère de la Santé l'a vraiment apprécié. Lors de la dédicace, j'ai eu les félicitations du ministre. Le président de l'Ordre des médecins l'a apprécié à la dédicace à Douala. C'est d'ailleurs lui qui a un peu introduit le livre. Voilà. Est-ce que je peux aussi l'avoir? Bien sûr. Il est dans toutes les pharmacies. Vous dites la boussole médicale, il est disponible. Non, c'était pour poser la question, savoir si tout le monde peut l'avoir ou ce ne sont que des médecins. Non, tout le monde, ce n'est pas un livre qu'on achète sous prescription. Tout le monde peut l'acheter, mais maintenant il faut savoir s'en servir. C'est ce qui est une autre chose. Et dans la vie, sûrement, vous avez d'autres hobbies. Qu'est-ce qui occupe votre temps quand vous n'êtes pas derrière votre comptoir, dans votre bureau? Alors là, j'aime beaucoup le sport. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du judo, j'ai fait du volleyball, j'ai fait du nambudo. Et puis, j'aime les randonnées. J'aime les randonnées et j'aime moins les voyages parce que j'ai énormément voyagé, donc j'ai eu un peu overdose. Overdose de voyage. Voilà. Mais vous aimez le tourisme, on voit ces images-là. C'est qui là? Là, c'est mon épouse et moi. On est là au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Mais en bas, il y a des pharmaciens, un groupe de pharmaciens. On était ensemble en fait. On s'est retirés ici à Soweto? Oui, on était ensemble à Soweto. Et ensuite, après Soweto, on est allé au Cap de Bonne-Espérance. Donc j'aime vraiment les voyages. J'ai fait des voyages. J'ai un voyage qui nous a marqué, c'était lors de la guerre du Golfe. J'étais avec des amis, un groupe, et il y avait eu les ultimatums faits par les Américains qu'ils allaient bombarder d'un moment à l'autre, mais on ne savait pas quand. Et quand nous étions en train de survoler le Golfe Persique, le pilote de Lufthansa a dit en riant, en anglais, qu'on survolait le Golfe Persique. Et quand nous avons atterri à Bangkok, on voyait les images de bombardement. Donc nous avons survolé le Golfe Persique le jour du bombardement. C'est ça que ça veut dire. Heureusement que vous étiez... Non, on nous a dit après que les lignes civiles ne sont pas touchées par les problèmes militaires. Et au Cameroun, est-ce que vous avez eu à visiter quelques sites? Ah oui, j'ai visité beaucoup de sites au Cameroun. J'ai visité les chutes de Com, les chutes de la Lobé, j'étais à Ouaza, j'étais au Cap Siki, j'ai fait le Mont Cameroun, on a fait l'escalade 3 fois avec mon épouse et d'autres amis. Vous avez eu assez de souffle pour aller jusqu'au... Disons, quand je dis qu'on a fait le Mont Cameroun, ce n'est pas comme des professionnels. Cela veut dire que nous partons la veille à 10 h, nous dormons au deuxième refuge, le matin à 5 h, on fait les 300 mètres qui restent pour arriver au sommet, et le lendemain on descend. Donc nous faisons 2 jours. Ce n'est pas un aller-retour comme les experts. D'accord. Docteur Milo, quels sont les projets qui vous tiennent encore à cœur, que vous n'avez pas encore réalisés? Non, il y a un projet, je ne sais pas comment je vais le réaliser parce que au Cameroun, les gens ne prennent pas, ne se soignent pas. Je ne veux pas là dire qu'au Cameroun, les gens n'anticipent pas par rapport à la maladie. Parce que la maladie est présente, elle rôde. Il faut la reculer. Dès l'instant où vous mangez n'importe comment, vous mangez gras, vous mangez sucré, vous buvez, vous ne vous reposez pas tout le week-end, vous êtes comme un électron libre, etc. Ça veut dire que vous êtes en train de donner rendez-vous à la maladie. Vous voyez? Donc le projet, c'était de trouver comment informer les gens pour qu'ils puissent se prendre en charge. Parce que la santé ne doit pas avoir un coût aussi grand dans les bourses des populations. Ça, c'était le rêve général. Mais le rêve particulier, j'aimerais vraiment développer les randonnées sur les montagnes, etc. Ça, j'aimerais vraiment, en dehors de mon métier. Et quel est vraiment le conseil que vous nous donnez? Nous, c'est les patients, enfin, c'est tous les Camerounais, par rapport au comportement au quotidien. Et je ne veux pas que vous n'ayez plus de clients, mais au moins qu'on prévienne, comme vous dites, la maladie. Puisqu'on se dit, mieux vaut prévenir que guérir. Au quotidien, il faut de temps en temps
prendre son poids. Il faut au moins 2 fois par an aller chez le dentiste. Il faut un certain nombre de fois, 1-2 fois par mois, prendre sa tension. Il faut limiter le sel dans l'alimentation. Il faut faire le sport. On dit 30 minutes de marche sportive chaque jour, parce qu'il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires dans notre pays. Donc, en fait, il ne faut pas attendre d'être malade pour se soigner. Il faut empêcher la maladie d'arriver par une bonne hygiène de vie. Message à vos confrères. Vous avez une attente à l'endroit des autorités aussi? Non, oui, bien sûr. Par rapport aux autorités, vous avez touché un point crucial qui était le marché informel. Oui. Que les autorités utilisent tout le pouvoir qu'ils ont pour éradiquer le marché informel. On a vu l'informel dans notre pays, dans le pétrole, l'essence. Il y a eu éradication. Aujourd'hui, il y a l'Interpol qui est sur le médicament. Il faudrait que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer le marché informel. On sort par cette petite interpellation. Ce n'est pas une interpellation, mais Pierre, qu'est-ce que vous dites aux jeunes? J'ai dit aux jeunes, vraiment, il faut apprendre. Il faut faire ses études. Il faut honorer ses parents. Aujourd'hui, on devient rapidement riche par le football, mais sur le nombre de milliards de personnes de la planète, il y a moins de 100 000 footballeurs. Alors que les études, c'est le moyen le plus sûr pour arriver. Études, discipline, abnégation, envie de bien faire, respect de l'excellence. Docteur Milo, le plaisir a été très grand pour notre équipe Manuel du Savoir sous la houlette de Martin Kay. Nous vous souhaitons bon vent. Merci d'être venu. Je suis content d'avoir contribué, d'avoir participé à votre émission. Merci. Mesdames, Messieurs, excellente journée.